Alessandra, pourquoi cet intérêt pour les chamanismes? Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé mes études en Italie, j'avais fait un mémoire en philologie finno-ugrienne et j'ai eu l'occasion de m'approcher du chamanisme grâce à mes études dans ce contexte. Et j'ai découvert ce monde totalement féerique à travers la littérature des voyages, donc à travers ces voyageurs italiens et français qui ont visité en particulier la Laponie et la Finlande entre les 15e et le 19e siècle. Et c'est quand même un pays magnifique avec un peuple extrêmement généreux et accueillant, ce qui m'a enchanté. D'accord, mais comment devient-on chaman, historiquement parlant? Alors, historiquement, il y a en général 3 voies par devenir chaman. Ça peut être par une voie héréditaire, notamment en sautant une génération. Donc souvent c'est Le grand-père? Voilà, un grand-père qui s'isole avec son petit-fils en lui transmettant son savoir. Par exemple, en ce qui concerne les plantes magiques pour pouvoir guérir, et également son savoir pour se mettre en communication avec les mondes de l'au-delà. Ça peut être par élection divine, donc c'est-à-dire que c'est une divinité qui choisit son adepte, disons comme ça, et donc l'amène sur la voie du chamanisme. Ça peut être tout simplement pour un intérêt personnel, disons une quête personnelle. Alors, on peut parler de chamanisme géographique ou plutôt historique? Disons qu'on peut parler des deux. Cela, on arrive dans les études historiques de Mircea Eliade ou de Gilbert Rouget. Ce sont des théoriciens qui effectivement ont reconnu que d'un côté il y a une voie géographique, donc le chamanisme serait né plutôt dans un contexte sibérien, et à partir de là il se serait élargi du côté de la Laponie, du côté de la Mongolie, et ensuite rejoint l'Inde et à travers les détroits de Bering à l'époque où il n'y avait pas la mer, ces peuplades sont passées en Amérique du Nord, et donc les Amérindiens du Nord également ils ont une tradition chamanique. De l'autre côté, du point de vue historique, cela a évolué. Donc c'est vrai que dans mon ouvrage, je m'occupe principalement du côté sibérien et sami, donc lapon, qui est peut-être un chamanisme plus ancestral, parce que les chamans travaillent sur lui-même sans utiliser des psychotropes. L'attirail du chaman, tambour, tenue, psychotrope ou pas? Je ne veux pas dire que la société du chamanisme de l'Amérique du Sud, ce n'est pas un chamanisme authentique juste parce qu'ils utilisent des psychotropes. Tout simplement, c'est une approche différente. C'est-à-dire que c'est normal, c'est plus facile de tomber en transe quand on utilise des plantes hallucinogènes ou des champignons, etc. Voilà. Les chamanismes nordiques, c'est un chamanisme qui travaille plus sur l'homme, plus sur l'âme. C'est le chaman lui-même qui doit trouver sa voie en lui-même, en travaillant sur lui-même. Après, il y a également des attirails. Donc, les tambours est peut-être l'objet le plus connu, parce que ça sert au chaman pour produire une musique rythmée qui va influencer son battement du cœur, et donc ça va lui permettre de tomber en transe plus facilement. Et également, chez certaines sociétés, il y a également des costumes rituels. En Sibérie notamment, il y a certains peuplades qui ont des costumes qui arrivent à peser jusqu'à 30 kg. Donc l'effort du chaman, ce n'est pas seulement un effort psychique, c'est également un effort physique. On a l'habitude de dire dans notre société que parfois les politiques vendent du vent. Et est-ce que les chamans vendent aussi du vent? Ça, c'est un attribut du peuple lapon, du peuple sami. Dans les passés, les lapons étaient considérés des grands magiciens qui savaient vendre les vents aux marins. Mais ce n'est pas dans l'esprit, par exemple, grec du terme, c'est-à-dire un sac en cuir qui contient tous les vents comme on trouve dans l'Odyssée. Les lapons attachaient au grand mât des bateaux un tissu avec 3 nœuds. Et à chaque nœud, en défaisant chaque nœud, on avait un niveau de vent de plus en plus fort jusqu'à la tempête. Et il y a certains voyageurs, il y a notamment un voyageur du XVIIe siècle qui a essayé ce grand effroi de voir d'abord les lapons attacher ce tissu au grand mât, et puis les bateaux qui se retrouvent en pleine tempête. Et donc la réputation des lapons, et plus en général des peuples scandinaves, est d'être des vendeurs de vent. Les sacrifices, sang, eau, feu. Animaux aussi?
Oui, ça peut arriver. Disons que les sang, l'eau et les feux sont trois éléments sacrés par excellence. On le retrouve dans plusieurs civilisations, pas seulement dans le Nord, mais on le retrouve également dans les contextes méditerranéens, en Égypte, en Grèce, à Rome. Les sangs et les feux renvoient à la chaleur, renvoient à la vie. Les sangs coulent. Les feux est destructeur, mais également rénovateur. L'eau également. Et l'eau renvoie à l'eau primordiale dans laquelle la vie est née, liquide amniotique. Donc, ce sont trois éléments qu'on retrouve systématiquement. Et il me plaît toujours de rappeler, par exemple, l'importance des Vestales à Rome, qui étaient les gardiennes du feu sacré, mais également, disons, leur chef spirituel était le Pontifex Maximus, donc celui qui construisait les ponts et qui traversait l'eau, donc il ne fallait pas salir l'eau, etc. Alors les runes utilisées plutôt en divination ou plutôt comme amulette, ou les deux, et pourquoi? Alors, les runes, aujourd'hui, on le sait, c'est un alphabet phonétique, donc à chaque lettre correspond un son. Dans le passé, probablement, il y avait une divination à travers les runes. Moi, je suis de l'idée qu'il ne faut pas être ni d'un côté ni de l'autre, ni d'un côté strictement linguistique, ni d'un côté strictement magique. À une époque où la religion et les sentiments religieux étaient si importants dans la culture, c'est normal que ce qui était écrit transmettait un sentiment religieux. Donc les runes étaient forcément employées pour transmettre des prières, des mots liés à la religion. Dans la tradition, on ne sait pas si elles étaient également utilisées, tracées sur des cailloux pour jeter, disons, les sorts, pour jeter les sorts par 3 fois et donc diviniser à travers cela. Malheureusement, on a très peu de témoignages. Il nous reste à peu près 6000 inscriptions en runique, en écriture runique. C'est très peu quand on compare à cela, par exemple, aux hiéroglyphes. Et cela ne nous permet pas de reconstruire véritablement cette écriture, parce que les traces qu'on a, ce sont principalement des noms de divinités. Donc on essaye de reconstruire avec le peu qu'on a, mais c'est quasiment sûr qu'elles étaient utilisées également pour des fins magiques. C'est normal dans une société de ce genre. Le concept d'âme, c'est une déclinaison, si on part amérindien, chaman nordique, grec, égyptien, on a parlé de l'Égypte, les Celtes. Est-ce que c'est une déclinaison historique ou c'est un parallélisme géographique? Là aussi, chaque civilisation... Sur l'âme, hein, sur l'âme. Oui, chaque civilisation, disons, a son sentiment de l'âme. Souvent, on retrouve un partage entre une âme mortelle et une âme immortelle. L'âme mortelle qui s'éteint au moment où le corps disparaît, et l'âme immortelle qui continue son voyage dans l'au-delà. D'où l'importance du chaman dans sa fonction de psychopompe, c'est-à-dire d'accompagnateur des âmes dans l'au-delà. On les retrouve dans les contextes scandinaves et sibériens, mais on les retrouve par exemple en Égypte. Anubis était les psychopompes du monde égyptien qui accompagnaient les défunts devant Osiris, devant la cérémonie de la pesée du cœur. Et on les retrouve en Grèce. Hermès était la divinité psychopompe des anciens Grecs, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est quelque chose qui remonte tellement en amont, disons, à l'époque préhistorique, et donc qui est inné dans l'âme de l'homme, et que je crois qu'on peut le retrouver encore aujourd'hui. La couverture du livre. Parlons de la couverture. Alors, dans la couverture du livre, j'ai voulu les tambours chamaniques. C'est un tambour que d'ailleurs j'ai vu au Musée national de Finlande à Helsinki, puisque c'est peut-être l'attirail le plus important du chaman. Et après, j'ai voulu une image qui représente les 3 civilisations, disons, méditerranéennes dont je me suis occupé dans l'ouvrage. Les Grecs, et donc on a les caducées d'Hermès, qui voient 2 serpents qui s'entrecroisent, et les serpents est un symbole qu'on retrouve dans toutes les civilisations, parce que c'est un symbole de renouveau. Il perd sa peau, donc il meurt et se renouvelle. J'ai voulu le triskel, qui est le symbole du monde celte, et qui rappelle également la spirale qui est un symbole ancestral par excellence. On le retrouve même dans l'Égypte pré-pharaonique, donc c'est quelque chose de pareil, d'inné dans l'homme, et ça donne l'idée de l'infini. Et de l'autre côté, on a une image d'un prêtre déguisé avec le masque d'Anubis. Et c'est un prêtre qui est en train de préparer une momie, et donc les prêtres à l'époque revêtaient les masques d'Anubis pour aider les défunts à passer dans l'au-delà.
Et donc ça me paraît une belle image, une belle synthèse de ces chamanismes au pluriel. Eh bien, Alessandra Orlandini-Carcreff, merci beaucoup. Merci à vous.